Merci beaucoup d'avoir bravé ce samedi matin pluvieux. Moi, je m'appelle Françoise Vernet. J'animerai un certain nombre d'échanges pendant le week-end. Voilà, et je suis très contente d'animer cet échange après ce film si important. Avec Marie-Monique, que je connais depuis quelques années maintenant, et que je tiens vraiment à remercier parce qu'à chaque fois, elle nous éclaire, elle nous éveille, elle nous partage des choses qu'elle découvre. Voilà. Et Clara Arnaud, romancière, qui viendra échanger avec nous. Peut-être pour commencer, Marie-Monique, est-ce que tu peux nous... J'imagine qu'on en est à 452 débats depuis le 22 mai, mais est-ce que tu peux déjà nous parler de la genèse de cette histoire? C'est vrai qu'habituellement, tu fais des films, après tu fais des livres. Là, cette fois-ci, la crise sanitaire t'a plongé dans un autre mode de fonctionnement. Peut-être, dans un premier temps, nous dire voilà, pourquoi avoir fait un film sur les pandémies et un livre, d'abord. Moi, ça fait des années que je travaille sur les liens entre l'environnement et la santé. Et j'ai donc un système de veille qui fait que j'ai eu des articles qui arrivent du monde entier. Et là, le 20 janvier 2020, donc avant le premier confinement, j'ai reçu un article du New York Times, le journal américain, dont le titre était « We made the coronavirus pandemic ». C'est nous qui avons fait cette pandémie. Et nous, évidemment, c'était les humains. Il y avait des scientifiques qui parlaient dans cet article, qui témoignaient. Et j'ai commencé à faire ce que je fais depuis 40 ans, à tirer la pelote. J'ai interviewé 100 scientifiques, j'en ai gardé 62. J'ai d'abord fait le livre parce qu'il y avait effectivement, on ne pouvait pas voyager à l'époque encore. Et j'en ai gardé 62 pour le livre et une quinzaine pour le film. Voilà. Et au fur et à mesure, est-ce que tu avais mesuré l'ampleur de ce que tu avais découvert? C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces scientifiques, ils crient dans le désert depuis des années, comme tous ceux qui ont pu participer au GIEC, à l'IPBES, tous ces trucs que personne n'écoute. Voilà. Comment est-ce qu'au fur et à mesure, tu as vu la vague grossir et compris en fait, les enjeux qu'il y avait derrière tout ça? D'abord, j'étais très surprise de voir qu'il y avait des dizaines de scientifiques dans le monde qui disaient la même chose depuis des années. Et d'ailleurs, quand je les ai interviewés, ils étaient tous très déprimés. D'ailleurs, ils m'ont laissé le dire dans le livre, quand je le raconte. Déprimés parce qu'ils disaient on savait que ça allait arriver. Voilà, en ajoutant, alors je veux dire ça très prudemment, mais en ajoutant cette pandémie, c'est pas grand-chose comparé à d'autres qui pourraient arriver et d'autres qui ont précédé, parce que ce virus est très peu mortel, c'est ce qu'il me disait, mais quand même, voilà, on est en face d'une pandémie. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, ce qui fait que le livre aussi a très bien marché et que le film circule beaucoup, c'est la cohérence de cette parole des scientifiques. Beaucoup de gens m'ont écrit quand mon livre est sorti en janvier 2021 en disant merci parce que ça remet de la cohérence dans tout ce grand désordre, parce qu'on identifie les causes, et c'est vrai que c'est tellement limpide, c'est tellement ce qu'ils disent, et tous ces travaux sur tous les continents qui montrent le lien entre la destruction de la biodiversité et l'émergence de maladies, l'effet dilution, dont on ne parle jamais, personne ne sait même pas, personne ne connaît cet effet dilution. Moi, ça m'a beaucoup apaisé en fait, parce que même si on se dit bon, il va falloir se retrousser les manches pour pouvoir stopper ce qui est en train de se passer, je vous rappelle que les causes qui conduisent au dérèglement climatique, c'est les mêmes qui conduisent à la destruction de la biodiversité et à l'émergence de maladies infectieuses. Donc voilà, mais en même temps, voilà, c'est pas une fatalité, voilà. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de dire que c'est pas une fatalité, parce que ça veut dire qu'on peut agir. Alors, ce qui est sûr aussi, c'est que moi, ça fait 40 ans que je voyage, et là, je suis revenue de ce tour du monde très inquiète. Très inquiète. Parce que j'ai vraiment vu là comment tout s'emballe. Vous savez, ces phénomènes de dérèglement climatique, d'extinction de la biodiversité, etc., c'est des phénomènes exponentiels avec des seuils qu'il ne faut pas passer, parce que si on les passe, ça s'emballe, ça s'accélère. Et là, j'ai vraiment senti qu'on était là, quoi. Et qu'il va falloir vraiment qu'on agisse très vite, qu'on bouge son cul, comme dit Juliette à la fin du film, très rapidement. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pour ça que je suis beaucoup sur les routes. J'espère que les citoyens vont convaincre les politiques qu'il va falloir vraiment prendre des mesures systémiques pour éviter le pire à nos enfants, quoi, parce que c'est ça qu'il s'agit en fait. Et je dis bien à nos enfants, je ne dis pas à nos arrière-petits-enfants, je dis à nos enfants, quoi. Voilà. Alors, d'un côté, une bonne nouvelle, parce qu'on se dit, bon, voilà, les pandémies elles sont là, mais on sait d'où ça vient. Et de l'autre, un sentiment d'urgence que j'ai jamais eu avant à ce point-là.
Madagascar, par exemple, ça a été très, très bouleversant pour tout le monde. Hein. On a eu du mal à y aller parce que d'abord, il n'y avait pas d'avion, enfin, etc., etc. Et en plus, premier cyclone, deuxième cyclone, on repousse. Puis là, on se dit, bon, ça y est, la saison des cyclones est passée, ils en ont déjà eu 2. Ah ben non, troisième cyclone. Et grande sécheresse dans le sud de l'île avec la famine, inondation dans le nord. Enfin, là, tu te dis, waouh, c'est un peu comme une préfiguration de ce qui nous attend au niveau global. La pauvreté, les gens démunis par rapport à tous ces phénomènes pour lesquels ils n'ont absolument aucune responsabilité. Hein, parce que je rappelle que 15% des émissions de gaz à effet de serre sont dues aux 3,5 milliards d'habitants de cette planète qui sont les plus pauvres. Donc voilà, c'est clair. Hein, c'est pas eux le problème. Hein. Donc voilà. Le film circule beaucoup, le livre aussi, et j'espère que ça va finir par faire bouger. Enfin, c'est le seul espoir que je garde, moi, parce que, voilà. C'était ma question, justement, c'était de se dire, dans ce contexte global, comment est-ce que, d'abord, le monde scientifique accueille le film. Ça c'est intéressant que tu partages avec nous ce... Déjà, ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous avez vu, bon là, c'est la version télé là, qu'on a passée, parce que pour ceux qui veulent revoir le film, il est accessible en ce moment. Vous tapez France Télé Outre-mer, La Fabrique des Pandémies, et vous pouvez le revoir sur... Donc c'est la version télé avec un générique plus court, mais enfin on a parmi les partenaires de ce film, c'est un film avec un très gros budget, hein, parce qu'on a 2 chefs opérateurs, ce qui est très rare. La plupart des documentaires, il y en a un seul. On a un droniste exceptionnel qui a créé des petits drones pour entrer dans les grottes. Vous voyez, c'est des images absolument inouïes que tout le monde veut nous acheter, mais pour l'instant, on se les garde. Évidemment, ingénieur du son, enfin, etc., etc. Et on a donc tous les principaux organismes de recherche français qui sont partenaires du film. L'INRAE, le CIRAD, l'IRD, le Muséum, enfin, voilà. Et qui sont évidemment très heureux qu'on montre comment leurs scientifiques travaillent, ce qui est assez rare, et qui ont soutenu, ils sont vraiment emparés du film. L'université Emory, un institut de recherche à Bâle, l'université de Liverpool, tout le monde s'est emparé du film et l'a intégré dans les cours maintenant. Et voilà. Et en plus, en complément, je vous informe parce que ça peut vous intéresser. À partir de lundi, il y aura en ligne un site qui s'appelle lafabriquedespandémies.com que j'ai créé. Enfin, nous avons créé, ma petite maison de prod, avec l'Éducation nationale et l'Office français de la biodiversité. 30 vidéos de 3 à 10 minutes pédagogiques avec des fiches ressources pédagogiques destinées à la communauté et les enseignants, mais à tous ceux aussi qui veulent en savoir plus. Tout ça libre d'accès. Donc voilà, les scientifiques de ces organismes ont très bien réagi. Après, il y a évidemment aussi d'un autre côté, mais moi je ne les ai pas rencontrés, hein, ceux qui sont dans une vision toujours de c'est la nature notre ennemi. Hein, la vision biosécuritaire, c'est-à-dire on ne s'attaque pas aux causes qui conduisent à l'émergence de pandémies. On considère que l'ennemi c'est la chauve-souris, c'est le virus, et c'est ça qui fait... Donc toujours ce rapport de domination avec la nature, et donc on va mettre sous contrôle la faune sauvage, on va faire des laboratoires P4 partout, on va mettre ça dans des virothèques, on va mettre au point soi-disant des vaccins universels, enfin tout un délire qui est exactement ce qui est en train de se passer en fait. Hein. Et donc évidemment, ces scientifiques-là qui ont beaucoup la parole sur les plateaux de télé, moi je ne les rencontre pas. Hein. Voilà. En fait, ils ne m'intéressent pas, pour vous dire carrément la vérité. Et ils n'ont qu'une vision très parcellaire parce que ce qui est intéressant dans ce film, c'est scientifique, mais aussi dans le livre, il y en a plus. Vous verrez, il n'y en a pas 15 sur la planète qui disent ce que vous avez vu là. Il y en a plein. Moi, j'ai choisi pour le film, évidemment, mais c'est qu'il faut sortir de cette vision parcellaire. Il faut aller vers une transdisciplinarité, pluridisciplinarité, pour avoir une science des solutions, c'est-à-dire d'excellents virologues, d'excellents parasitologues, d'excellents tout ce que vous voulez, mais ils travaillent ensemble pour proposer des solutions. Donc évidemment, il faut revoir tout le mécanisme de la recherche, le mode de financement qui ne favorise que des projets très... voilà, t'es virologue, tu t'intéresses qu'au virus et puis tu t'en fous de ce qui se passe autour. Donc voilà, mais ça veut dire aussi dans les gouvernements. On ne peut pas continuer à avoir un ministère de l'Environnement qui fait venir du soja d'Amérique latine pour nourrir nos élevages intensifs,
parce que ça contribue au dérèglement climatique, ça contribue à l'émergence de maladies et évidemment à l'extinction de la biodiversité. Et vous voyez, on ne peut pas avoir un ministère de l'économie ou je ne sais pas quoi qui va favoriser encore la construction d'une énième contournante en France, et puis et puis je ne sais pas quoi, une zone pavillonnaire, et puis une nouvelle route, et puis un nouveau pont, un nouvel aéroport, enfin les ponts encore, un aéroport, etc. Il faut arrêter, quoi, absolument arrêter. Et donc pour ça, il faut avoir cette vision holistique et globale. C'est des sujets que j'ai abordés dans d'autres films et d'autres livres avant, hein, sortir de la croissance. Moi, j'ai fait un livre qui s'appelle Sacrée Croissance. En fait, c'est marrant parce que moi, ça fait près de 40 ans que je fais ce métier, mais à un moment, là, je viens d'avoir, il y a quelques temps, j'ai eu un prix pour, ça sent un peu le sapin, mais bon, prix pour l'œuvre, je sais pas quoi. Elle est à la retraite, Marie-Monique, depuis quelques semaines, il paraît. Prix pour l'œuvre accomplie, bon, d'accord, ok. En fait, tous ces films et ces livres, c'est comme un grand puzzle, vous voyez. Vous mettez les pièces là, puis à un moment, vous dites « Ah, bah ouais, ça y est, j'ai pigé là. » Donc voilà, j'ai pigé quoi ? J'ai pigé qu'il faut changer de système économique déjà, qu'il faut sortir du capitalisme, ça c'est clair, parce qu'il nous mène à notre perte, hein, c'est clair. Tout tant qu'on aura un système économique qui est fondé sur la croissance et toujours plus de profit, évidemment que... Et la prédation du vivant. Prédation du vivant. Évidemment que les ressources vont s'épuiser. Mais là, on voit bien, c'est très bien dit par Felicia Kissing, la chercheuse américaine dans le film, on a accumulé une dette environnementale en raison même de ce système économique fondé sur l'exploitation sans limite des ressources, et des humains d'ailleurs, hein, et du vivant, enfin, etc. Et ça revient comme un effet boomerang maintenant. Hein, c'est les pandémies, c'est le dérèglement climatique, c'est l'extinction de la biodiversité, etc. Donc, c'est clair pour moi maintenant. C'est très clair. On connaît les causes et maintenant, il va falloir qu'on arrive à basculer du bon côté. Alors, c'est pas évident parce qu'il y a quand même une petite partie de cette humanité, on parle de 1% des plus riches, hein, qui ont intérêt à maintenir ce système économique en place parce qu'ils en profitent à très court terme. Moi, je les compare souvent à des cochons dans les élevages intensifs. Ils sont hors sol, vous voyez, déconnectés. Il va falloir... La question, c'est comment on arrive à les toucher, hein, parce qu'on a besoin de les toucher pour qu'on puisse changer d'échelle et arriver à faire cette transition dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment l'une de mes grandes préoccupations. Comment toucher tous les plus riches, voilà, les plus riches, Vous savez, je compare aux tiques, en fait. Les tiques sont des animaux extraordinaires. Hein. Bon, vous avez compris, c'est pas eux le problème. Hein. Les tiques, les tiques, ils vivent 2 ans. Ils se nourrissent 3 fois, c'est tout. 3 repas sanguins, c'est dingue. Hein. Et à chaque fois, hop, ils mordent un animal, un mammifère à sang chaud qui passe par là, et ils multiplient leur poids par 1000 à chaque fois, puis ils tombent, puis ils dorment, ils digèrent pendant 8 ans, pendant 8 mois. Alors, les riches, c'est pareil. Sauf que ça dure plus longtemps. Moi, ce que je dis, c'est qu'à un moment, ça frappe. Parce que même eux, pour leur richesse, l'accumulation de leur richesse, ils ont besoin des écosystèmes. Ils ont besoin des écosystèmes performants. Parce qu'on ne peut pas continuer à accumuler des richesses quand tout est déréglé. Et j'espère qu'ils vont arriver à le comprendre, ça. Et c'est un peu l'image du Titanic, quoi. On est tous dans le même bateau, il n'y aura pas des petites chaloupes pour s'échapper, parce que quand tout sera déréglé, les conditions de la vie vont être de plus en plus difficiles. Ça sera la même chose pour tout le monde, mais même si on vit dans un bunker, vous voyez. Donc voilà. Même si on va sur Mars. Voilà. Oui, même si on va sur Mars. Merci Marie-Monique pour cette première partie. Clara, je me tourne vers toi. Je vais te présenter en 2-3 mots. Tu as écrit un premier roman qui s'appelle L'Orage, qui a été publié aux éditions Gaïa en 2015, et des récits de voyage. Tu as travaillé depuis 10 ans dans le domaine de la coopération. Tu as vécu en Chine, en République démocratique du Congo, au Honduras. Ton dernier roman s'appelle La verticale du fleuve. Il est paru chez Actes Sud l'année dernière. Mais avant qu'on parle de ce roman et de ce que tu as voulu partager, je veux bien que tu nous témoignes ce que ce film t'a évoqué et par rapport à ton chemin et à ce que tu as pu déjà comprendre de l'impact de l'homme sur cette planète. Qu'est-ce que ça t'a évoqué ?
Bonjour, merci. Alors, moi, j'ai eu une démarche de prise de conscience de ces enjeux de destruction des milieux qui a été progressive et empirique. Et elle s'est faite effectivement par le biais de confrontations répétées, que ce soit au cours de voyages à pied. J'ai réalisé à 2 reprises dans ma vie des longs voyages à pied avec des chevaux. Et c'est pas anecdotique parce qu'en fait, quand on voyage avec un animal, fût-il domestique, il vous amène à regarder autrement l'environnement. Par exemple, la végétation devient une ressource alimentaire. Enfin, tout d'un coup, on modifie et son rythme et son sens des priorités et des nécessités et son appréhension de l'environnement. Traverser une ville et les espaces périurbains avec un cheval donne une idée de ce que c'est l'étalement urbain, tout à fait différent de quand on le fait en voiture où on voit des horreurs. Traverser une décharge sauvage à pied avec un cheval quand on est sur le plateau tibétain et que on croit être dans un environnement entre guillemets, je mets bien des guillemets, vierge, et que tout d'un coup cette décharge sauvage annonce la première implantation humaine depuis 3 jours, les déchets précédant les humains. Voilà, ça a été des chocs répétés. Puis les missions que j'ai pu exercer beaucoup en Afrique subsaharienne et en Amérique centrale, qui m'ont amené à voyager dans des régions assez reculées, du Congo, du Mali, de l'Amérique centrale, et où j'ai constaté la déforestation, j'ai constaté l'impact des infrastructures, j'ai constaté aussi dans les métiers dits du développement et de la coopération que j'ai exercé pendant une dizaine d'années, ce que je ne fais plus aujourd'hui, le hiatus entre un discours de progrès et la réalité des impacts de certaines infrastructures, y compris qui étaient présentées, par exemple, comme estampillé, développement durable, énergie renouvelable, enfin tout ce discours-là. Et puis voilà, des chocs esthétiques. Vivre à Kinshasa, qui est une ville qui est littéralement... le sol est littéralement recouvert par plusieurs dizaines de centimètres, voire mètres d'ordures, qui font que lors des fortes pluies, le sol n'est plus en capacité d'absorber, donc l'eau monte. Donc très concrètement, ça m'est arrivé de me retrouver dans un véhicule avec 2 mètres d'eau qui montait d'un coup dans la rue parce que le sol n'est plus en capacité d'absorber. Donc vivre dans ces montagnes de déchets, puisque qu'on soit riche ou pauvre, quand on vit à Kinshasa, on vit dans des montagnes de déchets, sur des montagnes de déchets. Le Honduras, où j'ai eu l'occasion de séjourner beaucoup, notamment dans la Mosquitia, qui est une forêt primaire, pas tout à fait, mais enfin en tout cas une forêt qui a conservé jusqu'à assez récemment un biotope assez riche et qui est en train d'être détruite dans le silence pour mettre du bétail. Donc ça a été des chocs répétés qui peu à peu m'ont amené aussi à des lectures et à une prise de conscience qui est beaucoup plus citoyenne que militante ou scientifique, mais qui nourrit très profondément mes écrits. Ouais. Et ton dernier ouvrage, peut-être ce serait intéressant que tu nous expliques, parce que à nouveau ça dénonce la mainmise de l'homme sur l'environnement, les dégâts sociaux, les dégâts environnementaux. Alors moi je dirais qu'en contrepoint, et pardon, la question c'était aussi ma réaction au film, et donc le film m'évoquait évidemment toutes ces confrontations que j'ai eues aussi à titre personnel avec ces dégradations environnementales et cette espèce de folie dans le rapport au vivant qui amène à une folle course en avant. Par rapport à un travail aussi ambitieux que celui de Marie-Monique Robin, qui a vraiment un peu une vision holistique comme ça, à comprendre des problématiques. Moi, en tant que romancière, je me suis beaucoup demandé récemment, entre guillemets, à quoi on sert, nous, et à quoi sert notamment, à quoi peut servir, enfin, je ne sais pas s'il a un devoir d'utilité, mais le dernier roman que j'ai écrit. Et je crois que nous, romanciers, on se place un peu un pas de côté, qui est de raconter la petite histoire, mais qui peut aussi... comme les chocs esthétiques que je racontais, personnels, ces histoires-là, en impactant des lecteurs, peut-être amener à des prises de conscience, à des réflexions, à des débuts de réflexion, et les gens, après aussi, à élargir les questionnements qui se posent. Quand je suis arrivée m'installer au Honduras, en Amérique centrale, une grande militante écologiste, Berta Cáceres, avait été assassinée quelques mois auparavant. On sait désormais que son assassinat avait été commandité par la compagnie de construction d'un barrage hydroélectrique dans la vallée Aguasarca, dont elle représentait la communauté indigène qui y vit, qui sont le peuple Lenca. Et ce qui m'avait beaucoup heurté,
c'était comment toute vision alternative du monde, qui n'est pas une vision extractiviste, une vision capitaliste, une vision de destruction de l'environnement, qui conduit notamment aux pandémies et à d'autres problématiques qui sont abordées dans le film et qui sont les grands défis climatiques, écologiques auxquels on fait face, comment ces discours alternatifs, ces autres visions du monde étaient non seulement tues, étaient non seulement dénigrées, mais tout simplement éradiquées. Et en la personne de Berta Cáceres, cette femme, on avait une incarnation très physique de cette femme qui se fait juste tuer parce qu'en fait, elle incarne une autre vision du monde, un autre rapport aux rivières, où la rivière n'est pas juste une force brute à exploiter, à mettre au service de l'homme, à mettre au travail, mais aussi un esprit, un être vivant, le support d'un écosystème, d'un bassin versant très riche. Et moi, j'ai eu envie de raconter ces atteintes à l'environnement. En fait, j'ai eu envie de raconter quel est le coût de notre mode de vie à une petite échelle, qui est celle d'une vallée, une vallée fictive au Honduras, mais qui est très inspirée de vallées réelles, où un barrage se construit durant 4 ans et où on va suivre tous les bouleversements humains, écologiques qui sont induits, avec aussi toute l'ambivalence que représentent ces infrastructures, l'espoir que peut apporter ce barrage, parce qu'à court terme, il est générateur de sources de revenus pour les promoteurs, d'emplois pour les plus pauvres, d'un espoir pour certains aussi qui voient l'espoir d'un changement. Donc c'est ce fameux mythe du progrès qui nous habite, peut-être pas tous, mais tous plus ou moins. Et en même temps, ce que ça fait à l'environnement. Et là, je rebondis avec la première scène du film, puisque moi, la dernière partie du roman raconte l'engloutissement d'une vallée. Et donc, le film, si je me souviens bien, commence par cette... Enfin, commence pas tout à fait, mais une des premières scènes, là, il y a cette scène de navigation dans cette forêt qui a été engloutie. Et voilà, et je crois que en tant que romancier, on n'a pas la vocation ou l'ambition d'expliquer, de faire un travail documentaire aussi ambitieux que ce film. Mais par contre, on peut faire ce pas de côté qui, en racontant des petites histoires individuelles, susciter aussi une émotion et que peut-être ça contribue, bien qu'indirectement et de manière plus modeste, à ce combat-là. Merci. On parle beaucoup, Marie-Monique, des peuples racines et de leur rapport au vivant. C'est vrai que tu nous amènes chez les Maasai à un moment donné. Toi, quel est ton... Voilà. Qu'est-ce que tu penses que on peut arriver à évoluer en s'inspirant un peu de finalement leur vision holistique et la manière équilibrée qu'ils ont de vivre en harmonie avec leur environnement. Connexion totale qu'on a perdue aujourd'hui en vivant hors sol. Bah oui, c'est ce que dit ce film, évidemment. Si on veut retrouver une vision holistique, il faut s'inspirer de ceux qui continuent de la pratiquer. Et les Maasai sont un exemple, mais ils sont aussi un exemple je suis en rapport avec eux toujours, là, on a filmé en janvier. Ils attendaient la pluie, il n'y a toujours pas eu de pluie, les vaches sont en train de crever. Donc s'il n'y a plus de vaches, il n'y a plus de Maasai. Ils m'ont écrit, viens, il faut que tu parles de ce qui nous arrive. Mais oui, voilà, mais... donc évidemment, on a besoin d'être inspiré par des peuples qui ont gardé ce lien avec le vivant et qui ont gardé une place, la juste place que nous devrions avoir, nous les humains, dans la chaîne du vivant. Un des derniers scientifiques qui parle dit... J'espère qu'une chose, c'est que finalement, le monde aura avancé vers One Health depuis la Covid et qu'on en aura tiré les enseignements. Aujourd'hui, One Health, donc là, tu as filmé il y a déjà quelques temps. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Comment nous, on peut contribuer ? Comment est-ce que cette vision systémique où finalement les différentes disciplines coopèrent dans une envie de prendre... conscience de tout ce qui se passe et d'agir? C'est pas que les disciplines, je disais, c'est les ministères aussi, mais pour l'instant, le monde d'après, il est comme le monde d'avant, pour moi. Peut-être même pire, en fait. Et franchement, c'est le sentiment que j'ai. Il y a beaucoup de recul sur les libertés publiques en ce moment qui sont très inquiétantes, et d'ailleurs qui ont été favorisées par cette crise sanitaire.
moi, je me dis souvent qu'en fait, je cite souvent Gramsci, qui a passé pas mal d'années en prison dans les années 30 et qui avait dit, un Italien, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas, qui a dit le vieux monde est en train de s'effondrer, le nouveau monde tarde à poindre, et dans l'entre-deux surgissent les monstres. Et moi, je pense qu'on en est exactement là. Les monstres, c'est les Bolsonaro, les Trump, vous avez vu ce qu'on attend en Italie, enfin bref, et puis chez nous aussi. Oui, on n'est pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc l'idée, c'est que ça va basculer à un moment ou à un autre. La question, c'est de savoir dans quel sens ça va basculer. Est-ce que c'est dans le bon sens, ce que j'estime être moi le bon sens, ou dans le mauvais? Le mauvais, ça voudrait dire avoir des systèmes de plus en plus autoritaires qui contrôlent de plus en plus le vivant et nous, les humains, etc., pour ne pas avoir à affronter, évidemment, les causes de tout ce qui est en train de se passer sur cette planète et qui menace la survie de l'humanité, pas de la planète. Arrêtons de dire qu'il faut sauver la planète. La planète, elle va se débrouiller sans nous. Les parasitologues de ce film, il y en a plusieurs qui connaissent bien donc ces parasites et me disent dans le monde du vivant, les parasites, ils vivent au détriment d'un hôte. Ils ne sont pas assez fous pour détruire complètement l'hôte dont ils dépendent parce que sinon ils disparaissent. Et nous, donc, on est des super parasites, quoi. Enfin, bon, bref, fin de la parenthèse. Et en fait, quand tu plonges dans l'histoire, tu te rends compte que les grandes conquêtes, on va dire, en termes de droits humains, etc., donc ces moments dans l'histoire où une idée minoritaire devient majoritaire, il y a pas mal d'exemples. Évidemment, ça n'a jamais été des enjeux aussi importants que ceux que nous avons aujourd'hui, puisque c'est la question de la survie là, du vivant. Mais il y a toujours eu un moment qui, avant que ça bascule, que l'idée minoritaire devienne majoritaire, où ceux qui s'accrochaient à l'ancien monde s'accrochent de plus en plus violemment. Et je pense qu'on en est là. On a beaucoup de mal à faire des films, je ne vais pas vous dire, mais moi, ce film-là, c'est un miracle. Parce que, oui, mais je voulais dire, je ne sais pas si dans cette salle, il y a des gens qui l'ont soutenu, parce qu'un quart du budget, c'était des souscripteurs. Merci, le DVD va partir, merci. Parce que sans vous, on ne faisait pas ce film, en tout cas pas de cette qualité. Parce que toutes les chaînes sont devenues pareilles. Arte n'a pas voulu de ce film, quand même. Je pense qu'il faut que tu expliques justement pourquoi c'est difficile aujourd'hui pour des gens engagés comme toi, des journalistes d'investigation. Parce que toutes les chaînes, y compris Arte, maintenant, ils veulent du plat. Du plat, de l'eau tiède. C'est très clair. Moi, je connais bien, notamment Arte, j'ai fait plus de 30 films pour eux. Enfin bon. Donc, c'est très, très difficile maintenant. Et je sais qu'un exemple, je pense que ce que je voulais vous dire, c'est que il y a plein de raisons d'être déprimé. Et moi, j'y échappe pas. Si on est vraiment conscient de ce qui se passe. Mais en même temps, je dis toujours qu'il est trop tard pour être pessimiste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se payer ce luxe-là. Parce que sinon, il y a deux options après. On se tire une balle dans la tête ou on vit dans un bunker. Donc, ça, c'est pas mon option. Donc, raccrochons-nous à l'histoire. Et l'histoire, elle nous montre exactement ce que je suis en train de vous dire. Je pense qu'on est dans cette phase où tout peut basculer du bon sens et qu'il va falloir affronter des résistances qui vont être de plus en plus violentes sur nous, tous ceux qui veulent accompagner ce changement, vous voyez. Et on voit bien, on a une restriction des libertés publiques absolument évidente. Là, je viens de poster un truc sur Facebook, je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé à Poitiers récemment. Alternatiba, qui fait un village des alternatives, ça fait des années qu'ils font ça. Il y a un atelier sur la résistance civique. Et ils font donc non violent, évidemment, la désobéissance civique. Eh bien, le préfet a saisi la ville de Poitiers et la communauté en se servant de la loi sur le séparatisme qui est prévue pour lutter contre l'islamisme radical, leur demandant de supprimer les subventions à Alternatiba au motif que cet atelier de désobéissance civique était contraire aux lois de la République. C'est typique. Ce que je vous dis là, c'est typique. Donc, il va falloir être... voilà, il ne faut pas désespérer parce qu'en même temps, moi, je me dis, plus ça résiste et plus ils essaient... c'est quelque part la preuve que la tique va décrocher à un moment. Et il ne faut pas lâcher. Il faut faire tout ce qu'on peut là où on est localement, de manière non violente, parce que moi, je n'aime pas la violence, pour que ça bascule du bon côté. Parce que si ça ne bascule pas du bon côté, alors là, je peux vous dire que ça ne va pas être sympa. Voilà.
Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est face à toute cette perte de liberté, enfin tu l'as dit tout à l'heure, les scientifiques estiment que finalement la Covid, c'est pas tant de morts que ça, alors que ça fait à peu près 2 ans qu'on nous rabâche, 2 ans et demi, exactement l'inverse. Là, on est reparti dans le drapeau rouge de la crise sanitaire, les nouveaux vaccins qui intègrent, etc., etc. Comment est-ce qu'on arrive finalement à ce que les bonnes informations soient transmises aux citoyens? Pourquoi les citoyens ne sont pas dans la rue? Enfin, moi, je suis hallucinée de voir... face à tout ce qu'on traverse, voilà, et on continue à rester... Ah oui, c'est ce que je vous disais là tout à l'heure. Tous les scientifiques de mon livre et de mon film, et quand je les ai interviewés la première fois avant d'aller les rencontrer l'année dernière, donc je me répète, pendant le premier confinement, à l'époque on parlait des vaccins, mais ils n'étaient pas encore là, hein. Ils me disaient, bon, alors ils ne sont pas anti-vaccins, hein, mais ils disaient, bon, de toute façon, ça ne va pas arriver tout de suite parce qu'un vaccin, il faut 10 à 12 ans pour le mettre au point. Après, tu les vois débarquer 6 mois après, tu dis, ouh, qu'est-ce qui s'est passé là, tu vois? Après, ils te disaient, ah oui, en plus, les techniques vaccinales, les vaccins ARN, alors là, on ne connaît pas du tout, donc ça va prendre encore plus de temps. Ah, bon. Voilà. Et puis, ils disaient aussi que ce virus, c'est rien du tout. Vous êtes en Afrique, au Gabon, par exemple, où j'étais dans le film. Bon, quand on parle du coronavirus, la Covid-19, ils disent que c'est une maladie de blancs obèses. Parce qu'ils n'ont pas eu de mort. Toute l'Afrique, contrairement à ce qu'on nous a dit, il n'y a pas eu d'hécatombe en Afrique. Il faut être bien clair là-dessus. Hein. Et c'est d'ailleurs l'hypothèse de la biodiversité qui explique pourquoi il n'y a pas eu de mort en Afrique rurale ou en Asie rurale. La Thaïlande, par exemple, Serge Morand, il a fait qu'un pays à peu près la même population que nous, 20 fois moins de morts, à peu près le même nombre d'habitants. Hein. Et d'ailleurs, c'est une partie qui n'est pas dans le film, mais qui va faire que je vais certainement faire un prochain film, qui est dans le livre. C'est ça la bonne nouvelle. C'est toute la partie qui est dans le livre, mais pas dans le film, parce que je ne peux pas tout mettre, qui montre comment l'absence de biodiversité chez nous nous rend plus vulnérables à ces nouveaux virus qui débarquent dus à la destruction de la biodiversité dans les zones tropicales. Vous me suivez? Et qu'est-ce qu'ils montrent les scientifiques? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ça que je vais faire dans le prochain film, ce sera à 52 minutes. C'est les liens entre la biodiversité extérieure et la biodiversité intérieure, celle du microbiote. Les études montrent que pour que nos enfants aient un bon système immunitaire, ne soient pas sujets à des excès inflammatoires, et donc à toutes ces pathologies qui sont maintenant dans toutes nos familles, et notamment chez nos jeunes, allergies alimentaires, au gluten, au lactose, au blanc d'œuf, aux acariens, et je ne sais pas quoi, et l'intestin poreux, et la maladie de Crohn, tout truc qui n'existait pas. Enfin, il faut quand même qu'on réalise qu'il se passe un truc qui n'est pas normal, quoi. Moi, je connais plein de jeunes, ils ne peuvent plus manger, dès qu'ils mangent, ils ont mal au ventre. Alors, oui, il ne faut plus que tu manges de lactose. Qu'est-ce qui se passe? En fait, les études elles sont très claires là-dessus. Entre 0 et 2 ans, il faut que nos enfants soient confrontés à un maximum de microbes. C'est tout le contraire de l'hygiénisme. Il faut qu'ils... Alors déjà, ça commence de la mère, dans le ventre de la mère. Il faut qu'elle mange sainement, biodivers, etc. Il vaut mieux naître par les voies naturelles, mais ça, on ne peut pas toujours le faire. Mais en tout cas, il ne faut pas encourager les césariennes pour des conforts d'horaire, je ne sais pas quoi, ou de planning. Des chiffres d'affaires de clinique. Des chiffres d'affaires de clinique, parce que c'est quand l'enfant naît par les voies naturelles que son microbiote s'enrichit. Il est vierge de bactéries, hein, et c'est les bactéries de la maman qui vont ensemencer. C'est le premier ensemencement avec des bactéries, et après l'allaitement, évidemment, et puis ensuite une alimentation diversifiée, et ensuite laissez-le traîner par terre, mettre des vers de terre dans sa bouche, arrêtez de le laver 3 fois par jour, laissez-les, parce que c'est ça qui va faire que son microbiote va être riche, et qui va éduquer son système immunitaire, qui va développer face à cette confrontation à des microbes, son système immunitaire. Et vous verrez, bon, déjà dans mon livre, je raconte tout ça, mais dans le prochain film que j'espère que je ferai si j'en ai le courage, pour dire la vérité, eh bien, aux États-Unis, une étude très intéressante qui montre qu'ils ont comparé une cohorte de jeunes adultes qui sont nés dans des fermes laitières bio. Donc, qui dit ferme laitière bio, dit vache qui mange, merci, de l'herbe. Bon, moi, ouais. Tout le monde, voilà. De l'herbe, ou alors du foin pendant l'hiver. Comme quand moi, je suis né sur ma ferme du Poitou au début des années 60. Et du lait non pasteurisé. Très bon, le lait non pasteurisé. Et vous comparez ils ont comparé avec une cohorte de jeunes adultes qui sont nés dans des fermes industrielles laitières. Donc les vaches sont en stabulation, mangent du soja ou du maïs, ne sortent pas. Eh bien, dans la première cohorte, il n'y a pas d'asthme, il n'y a pas d'allergie alimentaire, il n'y a pas de diabète de type 2, il n'y a pas d'obésité, il n'y a pas de maladie de Crohn. Tous ces facteurs qui sont les facteurs de comorbidité de la Covid-19. Et c'est très intéressant parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure.
on nous avait dit qu'il y aurait une hécatombe en Afrique. On n'arrête pas de nous dire elle va arriver. C'est faux, c'est un mensonge. Et ceux qui répètent ce mensonge, c'est parce qu'ils veulent fourguer nos vaccins. Soyons bien clairs. Il n'y en a pas, et les études le confirment. Les seuls morts qu'il y a eu en Afrique, c'est dans les villes. Parce que vous verrez dans mon livre une autre étude qui a comparé les microbiotes de tous les citadins, de toutes les mégapoles du monde, quel que soit le continent. Eh bien, ils ont tous un microbiote ratatiné. Il n'y a rien, zéro. Trop de béton, trop de malbouffe, trop de nourriture aseptisée, pas assez d'arbres, pas assez de nature, etc. Pas assez d'activité, etc., etc. Et en fait, eh bien, en Afrique, quand il y a eu des morts avec la Covid, c'était dans les villes. Mais comme ils sont encore beaucoup à vivre dans la campagne, eh bien, donc Serge Morand, il a fait des études là où on était, dans la province de Nan. Il a prélevé du sang des villageois et il a dit c'était fou parce qu'ils ont tous des anticorps au coronavirus, mais ils n'ont pas été ni malades ni morts. Vous voyez ? Donc on comprend comment, quand vous détruisez la biodiversité dans les zones tropicales où il y a évidemment beaucoup d'agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains, parce que c'est des régions biodiverses et les micro-organismes font partie de la biodiversité, eh bien vous faites sortir du bois, si j'ose dire, des virus qui n'embêtaient personne depuis la nuit des temps. Et puis quand vous n'en avez plus chez nous, eh bien, on devient vulnérable à l'effet de ces virus. Et pour moi, c'est d'une limpidité et d'une cohérence imparable. Donc ça veut dire quoi concrètement ? Je l'ai déjà dit. Moi, je soutiens toutes les ZAD de France. Parce qu'il y a un moment, on veut plus de contournantes, on veut plus de zones pavillonnaires, on veut plus tous ces grands projets inutiles. On veut plus qu'on coupe des arbres, on veut non seulement on les coupe plus, mais on en replante des haies partout. Et face à cette situation dont je disais tout à l'heure, nous sommes dans l'entre-deux. Tout se pose vraiment la question des moyens d'action que nous avons et que nous pouvons mobiliser pour que ça bascule du bon côté. Et moi, j'ai dit souvent, je le dis publiquement, voilà, on verra si je peux continuer à le dire, que face à l'urgence dans laquelle on est et le déni des institutions, des politiques par rapport à cette situation absolument exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, nous, en tant qu'humanité, et puis tout le monde du vivant qui va avec, évidemment, eh bien, des actions qui sont illégales à l'instant T sont légitimes au regard de l'histoire. Je propose qu'on prenne des questions de la salle. Je ne sais pas si c'est moi qui dois faire circuler le micro ou s'il y a quelqu'un qui s'en occupe. D'accord. Normalement, il y a quelqu'un de Livre en Marche. Oui, super. Avant qu'on prenne les premières questions, Clara, un nouveau projet ? Marie-Monique nous a dit qu'elle allait faire un prochain film. Est-ce que tu es sur un prochain livre ou Oui, alors moi, je suis en train d'écrire un roman qui se situe en France pour la première fois et qui a rapport avec ces questions de relations aux vivants et de cohabitation, puisque j'écris sur la montagne et sur la manière dont essaye, entre autres choses, essaye plus ou moins bien de coexister notamment les bergers, les brebis, les ours, pour ce qui est de l'Ariège, qui est la région où je vis. Et je trouve que c'est un cas de figure intéressant, l'ours, parce que c'est des animaux totems emblématiques, donc on peut se dire que c'est un peu facile d'aller s'intéresser à ces grands omnivores-là. Mais d'une part, leur présence est à la fois la manifestation et la garantie d'écosystèmes très complets, parce que les ours sont très très exigeants. Étant omnivores, ils ont besoin de consommer une très très grande diversité de plantes, de fruits, d'autres animaux, etc. Donc ils ne survivent que dans des écosystèmes qui sont quand même plutôt, on va dire, sains, complets, fonctionnels. Et donc en France, essentiellement dans les Pyrénées centrales, on les trouve, uniquement dans les Pyrénées, mais essentiellement même dans une toute petite partie de la chaîne pyrénéenne qui est la moins anthropisée, en fait, pas la plus protégée au sens de la conservation, puisque ce n'est pas une région de parc national, mais pour des raisons d'abandon des activités humaines, agricoles en grande partie, et pour cause de faible développement touristique, il se trouve que c'est des zones qui sont parmi les moins anthropisées, et où il y a aussi, moi j'ai coutume de dire que le Couserans, je me trouve, c'est un peu une ZAD géante. Beaucoup de gens qui se sont installés là pour chercher d'autres manières d'exister,
politiquement, dans leur mode de consommation, dans leur mode d'habitat. Et donc, par ailleurs, les habitants qui se trouvent là essayent d'avoir un rapport un peu plus juste. Donc, cela étant dit, la cohabitation avec l'ours, elle ne se fait pas sans tension, mais elle est, je trouve, assez révélatrice de pas mal de questions qu'on vient de soulever. Donc, c'est dans cet univers-là que navigue mon roman. Et c'était aussi une manière pour moi, parce qu'encore une fois, je trouve qu'en tant que romancier, on est là aussi pour faire appel à d'autres émotions qui ne sont pas directement des émotions politiques peut-être, mais je trouvais qu'incarner des figures animales, notamment Ursine, dans un texte, c'était voilà, aussi une manière de poser un autre regard sur ces milieux-là. Et puis voilà, j'avais aussi envie de raconter la montagne comme un grand organisme et pas comme un paysage ou un terrain de récréation. Donc je suis là-dedans en ce moment. Merci Clara. On va vous faire circuler un micro. Voilà. Peut-être on peut mettre un tout petit peu de lumière dans la salle pour qu'on voit les personnes qui interviennent. C'est plus agréable pour nous, pour vous aussi. Super, merci beaucoup. Bonjour, j'avais une question sur Juliette Binoche. Pourquoi ce choix-là ? Pourquoi l'avoir mise en avant en guest star ? On n'a pas l'impression, avec les intervenants dans le documentaire, on trouve qu'ils suffisent à eux-mêmes. Donc voilà, pourquoi Juliette Binoche ? Alors c'est un petit peu le hasard de la vie qui a fait que, au mois d'août 2020, j'étais en train d'écrire mon livre et le synopsis du film était fini. Elle m'a appelée pour que je fasse partie Elle était présidente d'un jury du film, jury du Festival du film de l'environnement à Porquerolles, et elle m'a demandé de faire partie du jury. J'y suis allée, et quand elle a su sur quoi je travaillais, elle m'a dit « Moi, j'aimerais tellement rencontrer ces scientifiques parce que je comprends rien à la science. » Et je me suis dit, alors d'abord je me suis dit ouais, ça va être compliqué parce qu'elle est très prise et tout ça. Puis après je me suis dit que c'était intéressant justement le fait qu'elle ne comprenne rien à la science et qu'elle pouvait servir de passeur entre d'un côté les scientifiques et le public. Parce que quand même les notions qui sont abordées dans ce film ne sont pas du tout évidentes. L'effet dilution, excusez-moi, mais c'est complètement contre-intuitif. Si on vous dit que dans les forêts tropicales il y a beaucoup d'organismes potentiellement dangereux pour les humains, eh ben, il y a des gens qui disent qu'il faut raser les forêts. Et puis, il faut exterminer les chauves-souris, les primates et les rongeurs, qui sont les principaux réservoirs. Et évidemment que si on fait ça, on déclenche l'enfer. Mais vous voyez, c'est contre-intuitif. Et puis, en plus, moi, je connaissais ces scientifiques parce que j'avais déjà interviewé par Zoom pour mon livre. Et je voulais donc bien filmer cette biodiversité parce qu'on a mis beaucoup de moyens pour ça. Donc, encore une fois, merci aux souscripteurs parce qu'on a pu avoir 2 caméramans, c'est très rare, qui filment chacun de leur manière, mais très, très complémentaires. C'est vraiment un très beau film. Et parce qu'on ne protège bien que ce qu'on aime, n'est-ce pas ? Et puis je ne voulais pas que ça soit uniquement, vous voyez, que ce film agisse sur le plan intellectuel, rationnel. Il faut avoir des arguments. Mais je voulais aussi qu'on soit touché d'une autre manière. Et Juliette, comme elle est très sensible, elle transmet cette émotion. Et moi, je suis contente qu'elle soit dans le film parce que souvent on m'a dit, quand elle pleure dans la mangrove, on pleure avec elle. Comme moi, on a tous pleuré d'ailleurs, c'était très beau cette mangrove. Donc voilà. Et alors évidemment qu'elle aurait très bien pu dire, il y a 2 pays où elle n'est pas, elle n'a pas pu venir, le Gabon et puis le Kenya. Le Kenya. Et ça marche évidemment aussi sans elle. Mais je pense que sa présence fait aussi que voilà. Ça apporte quelque chose. C'est pas indispensable, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est à vous, le public, qu'il faut me dire. Moi, c'est ce qu'on me dit, mais je pense que on est sur 2 niveaux. Elle découvre, alors elle joue le jeu, enfin dans le sens où elle a lu mon livre 10 fois. Les questions, évidemment, c'est moi qui les écrivais parce que après, elle s'est les appropriées. Elle faisait des questions qui étaient des pas de côté. Quand elle dit « Do chicks jump ?» est-ce que les tiques sautent ? Évidemment, ce n'est pas une question que j'avais écrite, mais je l'ai gardée parce que tout le monde se la pose, finalement, cette question. Voilà. Et on la voit avec son papier, et en fait, on progresse avec elle. Parce qu'en fait, elle acquiert de l'assurance au fur et à mesure et nous, enfin, le public, et moi, je pars du principe que la plupart des gens, ils n'ont pas de formation scientifique. Ça peut faire peur aussi de se dire un film où il n'y a que des scientifiques. Il y a plein de gens qui m'ont dit ça. Oh là là, moi j'ai peur. Évidemment qu'on peut avoir peur, parce que quand on voit tous ceux qui défilent sur les plateaux de télé et qui vous disent à longueur de journée « Faites-nous confiance, c'est très compliqué, il n'y a que nous qui savons », évidemment que tout le monde a peur. Et l'idée, c'était de se dire « Ah ben non ». Et le fait que Juliette n'y connaisse rien et ne fasse pas comme si elle y connaissait quelque chose, ça a aussi contraint les scientifiques
à faire un énorme effort de pédagogie. De toute façon, j'aurais exigé d'eux, même si elle n'était pas là. Voilà, parce que moi, évidemment, j'étais sur place, donc j'ai surveillé tout ça. Mais voilà, donc c'était ça le pari. Et puis l'idée que peut-être ça peut apporter un public différent, parce que moi, mes films marchent très bien, on les connaît, élargir. Il y en a qui viennent voir les films dans les salles de cinéma parce qu'il y a Juliette Binoche. Enfin, voilà. Ou pas. Enfin, vous voyez, enfin, c'est l'idée de se dire, eh bien, on va casser le plafond de verre, hein, qui fait que les films sur l'environnement, eh bien, c'est toujours les mêmes qui viennent les voir. Et puis tu te dis finalement, à quoi ça sert, quoi. C'est toujours les mêmes, quoi. Si on parle toujours aux mêmes, le vrai enjeu, je pense qu'on a, c'est d'arriver à élargir les cercles. Alors, une autre question. Merci. Est-ce que vous pensez que les scientifiques que vous n'avez pas rencontrés, ceux qui sont sur les plateaux télé, et ceux que vous avez rencontrés, se rencontrent? Non, ils ne se rencontrent pas. Et d'abord, ceux que vous voyez sur les plateaux de télé, il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est ça le problème de la science aujourd'hui, c'est qu'ils sont plutôt dans une fonction administrative dans les organismes de recherche. Ils ne font plus de recherche eux-mêmes, très peu. Hein. Donc voilà. Non, je pense qu'il y a en ce moment d'ailleurs un très grand débat dans la science, hein, là-dessus, quoi. À quoi doit servir la science? Et ça fait longtemps qu'on devrait se poser ces questions. Hein. Et l'idée de se dire la science doit être une science des solutions, c'est-à-dire qu'on a des enjeux énormes et des défis énormes qu'on doit relever. On doit rassembler toutes les expertises et on a besoin d'excellents virologues, d'excellents parasitologues, etc., mais qui doivent travailler ensemble pour voir, vous avez compris, c'est toute la question des interactions écologiques, vous voyez. Si on résume ce que dit Rodolphe Gozlan, si tu abats un arbre en Amazonie, tu provoques une maladie en France. C'est ça, en fait. Alors tu te dis, wow! Alors c'est plus facile, évidemment, pour beaucoup de scientifiques pour financer leurs recherches, et avec les agences qui font leur choix, d'aller voir un politique en disant, le problème, c'est la chauve-souris, le virus. Allez, on y va là. On met le paquet, on va séquencer le virome, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Essayer comme on a fait avec le génome humain. Hein. Plutôt que d'aller voir un politique et de lui dire, ah ben, si tu continues de faire de l'exploitation des mines d'or en Guyane, vous savez, toute l'histoire de la montagne d'or, etc., eh bien, ça va faire que les fleuves sont pollués. Alors, il y a déjà des gens qui vont... les populations amérindiennes, Bushinengue, elles vont tomber malades, ce qui est le cas. Hein, et puis, ça va faire que tu peux, en coupant les arbres, faire émerger un virus qui n'était pas là et qui va peut-être prendre le bateau ou l'avion et qui va se retrouver en France. Le politique va te regarder et dit, ouais, alors on fait quoi, hein? Oui, il faudrait arrêter de couper les arbres. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Donc le problème, c'est comment ces hommes et femmes politiques, pour qu'ils prennent les bonnes décisions, vraiment intègrent cette notion d'interaction écologique, vous voyez, qui fait que tout a un effet partout le temps, vous voyez, et que ce n'est pas en séparant qu'on va résoudre. Non, en fait, on augmente encore le problème. Et ça, on en est très loin. On en est très loin. C'est pour ça que moi, je dis tout le temps, et je le redis aujourd'hui, je l'ai dit dans plein de salles hyper combles, plus qu'aujourd'hui, excusez-moi de vous dire ça, à 9h30, bravo. Hein. Oui, merci, hein, parce que j'ai jamais vu ça non plus. Mais la qualité qui compte, voilà. En savoir. Après, moi, je vais avoir des messages en disant, t'es passé, on ne savait pas, mais bon, bref. En tout cas, c'est ça le problème, c'est que l'écologie, elle doit être la matrice de toute action publique. Mais ça veut dire accepter de se dire, bon, d'abord que nous replacer les humains dans la grande chaîne du vivant, hein, évidemment, hein, c'est ça la première chose. Sortir de cette vision de domination, évidemment, de la nature, hein, et donc réfléchir quand on abat un arbre, qu'est-ce que ça fait, quoi. Vous voyez, on a tellement abattu, hein, maintenant on voit comment nos sols sont morts, les rivières sont polluées, vous avez vu les nappes phréatiques, bref, un article dans Le Monde hier. Enfin bon. Donc voilà. Mais ça suppose un changement de logiciel. Et ça, ça ne s'obtient pas tout. C'est pas voilà. Alors moi, j'ai beaucoup de confiance. J'ai confiance dans les jeunes générations qui sont formées dans des grandes écoles, etc. Et qui, on le voit bien, soit décident de sortir du système, comme on l'a vu récemment avec cette vidéo virale là,
AgroParisTech, mais aussi, moi j'ai des filles qui sont étudiantes, enfin maintenant elles ne sont plus étudiantes, mais enfin qui étaient dans ces grandes écoles. Il y en a aussi qui disent non, nous on ne déserte pas, on va aller à l'intérieur. Et les deux sont bien, je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Hein. À l'intérieur, on va aller travailler, on a fait les mines, on va être haut fonctionnaire à Bercy, parce que c'est là qu'il faut. Voilà. Parce que c'est ça qu'il faut arriver, c'est à faire comprendre à tous ceux qui prennent des décisions toute cette question des interactions, et notamment écologiques. Bonjour, merci tout d'abord pour ce film. Et comment faire pour que ce film soit visible par le plus grand nombre, y compris par nos politiques? C'est une œuvre de salut public, à mon avis. Il est donc disponible sur Internet, faites-le savoir, hein, déjà. Il ne peut pas y avoir plus de moyens quand même, il est carrément disponible. Et après, il circule beaucoup. Moi, il y a plein de cinémas qui le programment en ce moment. Et il y a beaucoup de monde. Et après, moi, je réponds à toutes les demandes. Hein. Je l'ai présenté au Parlement européen. Là, bientôt, il va y avoir une projection à l'Assemblée nationale. Le ministère de la Transition, parce qu'on a un ministère de la Transition en France, m'a invité à le présenter. Je vais y aller. Voilà. Après, il faut que les élus locaux aussi s'en emparent. Hein. Et donc, c'est aux citoyens de les convaincre de venir voir le film. Vous voyez, hier, j'étais à Minsk. Hier, il y avait 220 personnes. Eh bien, il y avait 2 élus dans la salle. Donc, c'est passé, quoi. Hein, voilà. Après, je l'ai présenté à l'OMS, à Genève, 500 personnes. Et puis après, il circule dans tous les pays où on est allé. Les ambassades de France organisent des projections avec les universités, etc. etc. Bon, moi, j'y suis pas allée parce que je refuse de prendre l'avion pour aller présenter un film. Maintenant, c'est clair et net. Mais voilà. Après, à vous de le faire connaître, dire, voilà, il y a la page Facebook, je ne sais pas si vous êtes sur Instagram, Twitter, tout ce que vous voulez, on a tous, ce film existe, allez le voir, organiser une projection, vous voyez. Les cinémas sont très demandeurs parce que, vous savez, il y a une crise de cinéma absolument, enfin, c'est très triste en ce moment, hein. Ils sont à 30% de fréquentation en moins, et ils sont très contents quand il y a une soirée où il y a, bon, là j'étais à La Rochelle, on a refusé 100 personnes, il y avait 300 personnes dans la salle, c'est déjà à Niort, on était 340 avant-hier. Vous verrez sur Facebook, j'ai mis des photos, c'est des salles combles et les cinémas sont extrêmement ravis parce que c'est très rare maintenant. Donc c'est une opportunité, quoi. Mais il faut une association qui se mobilise, qui aille voir son cinéma en disant nous, on vous remplit la salle ce soir. Alors ne comptez pas sur ma présence parce que moi, je me suis renseigné, les hologrammes, ça coûte très cher. Et donc, il faut aussi se dire qu'il y a localement, alors parfois nous, on peut vous aider, hein, des ressources locales. Il y a des naturalistes localement, il y a des associations, France Nature Environnement, la LPO. Il y a des gens qui connaissent très bien les biodiversités du territoire où vous habitez. Et on n'a pas besoin forcément de moi, ma présence. Moi, j'essaie je ne peux pas être partout, absolument impossible. Donc, j'essaie d'aller dans les événements importants où il y a beaucoup de monde, enfin, pour que ça fasse encore plus boule de neige, vous voyez. Merci. Alors moi déjà pour commencer, je dirais que je me sens très très en phase avec ce que j'ai vu et entendu, hein, et ça résonne juste pour moi et je ne manquerai pas de continuer d'en faire la publicité. Et j'ai entendu changement de logiciel et c'est là que ça m'a posé une question. Je dirais par rapport aux réflexions qu'on peut avoir face à la mortalité. J'ai entendu avec bonheur, je dirais, qu'il faut laisser développer le microbiote, etc. dès le plus jeune âge. Je l'ai pratiqué et défendu. Mais force est de constater qu'on a quand même, avec nos antibio, une très faible mortalité infantile par rapport au peuple qu'on a vu et auquel on essaye j'ai vu dans le film précédent, d'apporter la médecine, etc., pour réduire la mortalité infantile. Et ça, moi, ça me pose une vraie réflexion par rapport à notre changement de logiciel. Quelle vue face à la mortalité ? Voilà. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais là, il vient de sortir une étude qui dit exactement que l'inverse, hein, que la mortalité infantile est en train de remonter en France de manière assez inquiétante. Et on soupçonne les perturbateurs endocriniens, notamment, c'est un sujet que j'ai beaucoup traité dans un autre film, un autre livre qui s'appelle « Notre présent quotidien », et reconnaissance de la mortalité infantile et périnatale d'ailleurs. Alors, en Guyane notamment, mais aussi en métropole. Donc voilà. D'ailleurs, la mortalité en général, vous savez, souvent on dit ok, moi j'ai beaucoup dénoncé l'impact des pesticides sur la santé, hein, notamment.
Oui, mais l'espérance de vie augmente. Oui, l'espérance de vie augmente. Alors, elle commence à baisser aux États-Unis, mais ce qui compte, c'est surtout l'espérance de vie en bonne santé, hein, parce que si vous vivez très vieux et que vous avez tous des cancers, des maladies cardiovasculaires, je ne sais pas quoi, et des Parkinson et des Alzheimer, ce qui se passe beaucoup. Alors, c'est très bon pour le PIB, hein, ça va, c'est un autre film, la sacrée croissance. Hein. Très bon pour l'industrie pharmaceutique qui nous vend des médicaments pendant 10, 20, 30 ans, mais on voit très bien que ce n'est pas la solution. Et d'ailleurs, les maladies chroniques dont j'ai parlé avant, dont on sait très bien l'origine, qui sont à la fois la pollution généralisée de tout notre environnement et la destruction de la biodiversité, parce que c'est un ensemble de facteurs concomitants. Et encore une fois, moi, ça m'éclaire, je comprends pourquoi, quand je suis née en 1960, il n'y avait pas de cancer du sein chez les femmes, c'était un truc exceptionnel, et que maintenant, il y en a même chez les femmes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'il n'y avait pas de problème pour faire des enfants. 20% des couples en Europe ont des problèmes d'infertilité, voire de stérilité, qu'il n'y avait pas de Parkinson, d'Alzheimer, de maladie de Crohn, d'allergie alimentaire. Mais vous vous rendez compte de quoi on est là? Vous croyez que ça tombe du ciel? Ben non, c'est clair. Il y a des raisons. Et moi, je les ai comprises, les raisons maintenant. Et on sait très bien ce qu'il faut faire. Hein. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est 40 ans, ok, mais maintenant, ça y est, le puzzle, il est plein, là. Donc, voilà. Donc, la mortalité, monsieur, vous voyez, alors après, en Madagascar, un enfant sur 5 n'arrive pas, évidemment, parce qu'ils ont des conditions de vie extrêmement difficiles. Bon, ils n'ont pas été très touchés par enfin, il y a eu très peu de morts à Madagascar, sauf dans les villes, à cause de la Covid, hein, pour la raison que j'ai indiquée. Mais n'empêche que quand vous êtes un enfant et que vous avez le paludisme, que vous vivez dans des conditions extrêmement difficiles, les maladies respiratoires, elles sont dues en partie au fait qu'ils utilisent du bois pour faire de la cuisine avec un air pollué, quoi, dans des toutes petites maisons en terre, enfin, vous voyez. Alors qu'il y a des solutions. J'ai raconté ça dans un autre film, Sacrée croissance. Hein. On peut faire des petits méthaniseurs dans chaque famille, petits, hein, où on met les bousses de vache, les excréments humains, parce que, voilà, etc. Voilà, c'est des petits digesteurs. Moi, je filmais ça en Népal. Et des déchets alimentaires, un petit peu de végétation, mais pas voilà. Et ça fait du gaz. Et on n'a plus besoin de couper des arbres. C'est bon pour les femmes, je peux vous dire. Et puis, c'est bon pour tout le monde, parce que voilà. Donc, le problème, c'est pas... Vous savez, on a toutes les solutions. Hein. C'est la volonté politique. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le fait de sortir d'un système économique dominant, qui s'appelle le capitalisme mondialisé, qui n'a rien à en foutre du niveau, enfin, de comment vivent les gens. Il faut bien être clair. Voilà. Et Madagascar, ben, évidemment, les enfants, ils meurent parce que, pour tout ce que je viens d'écrire. Hein. Ils ne meurent peut-être pas du coronavirus, c'est le cas, mais ils meurent d'autres choses. Voilà. Le palu, par exemple. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci. Pour continuer sur ce que vous disiez, est-ce que c'est pas aussi quelque part, et ça va paraître rude, excusez-moi par avance, une maladie de notre civilisation de vouloir sauver la vie à tout prix, dans n'importe quelle circonstance, à n'importe quel âge, alors que les peuples racines dont on parlait, eh ben, ils acceptent la mort comme quelque chose qui fait partie de la vie et ils ne sont pas là à déployer des moyens techniques de plus en plus sophistiqués, coûteux et mauvais pour l'environnement pour sauver des personnes, comme vous disiez, en fort mauvais état. Oui, alors, ok, mais ce qui se passe aussi chez nous, c'est qu'on a encore une fois monétarisé la fin de vie. Hein, alors, on fout les vieux dans les EHPAD parce que ça rapporte de la thune, excusez-moi, hein, on l'a bien vu, et on médicalise. Effectivement, ça prolonge la vie parfois de manière totalement artificielle, mais ça fait de la thune pour plein. Il n'y a pas de médicaments, enfin, etc. Moi, j'étais un jour, je suis tombée par hasard sur un film qui m'a beaucoup émue. C'était un chef papou qui faisait un tour de France, c'est le réalisateur qui filmait, et on l'emmène dans un EHPAD. Et là, il arrive, et absolument silence, pas une parole. Il regarde, puis dans sa langue, il demande « On est où ?» Et on lui dit c'est ce qu'on appelle une maison de retraite. Il dit « Mais c'est quoi ?» C'est là où on met les vieux. Ah bon? Mais c'est pourquoi vous faites ça? Enfin, tu vois. Et là, tu te dis vraiment, c'est marrant parce qu'on a besoin de ce décalage du regard de l'autre. Tu te dis, mais c'est quoi ce qu'on a fait? C'est vrai, évidemment que c'est quoi ce qu'on a fait? C'est monstrueux ce qu'on a fait, ce qu'on fait avec nos anciens.
Et ça fait partie de tout cet ensemble. Hein. Dans le PIB, c'est très bon. Hein. Les maisons de retraite. Vous avez vu tous les scandales qu'il y a eu. Il y en a qui ont fait plein d'argent. Hein. C'était. Ouais. Bon, voilà. Donc après, il y a le rapport à la mort, évidemment. Hein, mais et le fait aussi que on a éclaté toutes les structures familiales et on a morcellisé tout. Hein. Avant, moi, je suis née sur une ferme du Poitou. Avant la Seconde Guerre mondiale, les vieux, mon arrière-grand-parent, ils mouraient au milieu des leurs. Alors, voilà, c'est beaucoup les femmes qui s'en occupaient, c'est vrai. Et on faisait un jardin potager, pas bon pour le PIB, hein, parce qu'évidemment, il vaut mieux aller acheter des tomates au supermarché. Ça rapporte, ça c'est du PIB. Quand vous faites des tomates vous-même, c'est pas. Les gens qui bénévolement s'occupent dans les familles des autres, c'est pareil, c'est pas valorisé. Ça compte pas pour le PIB, donc il vaut mieux les mettre dans des EHPAD. Voilà, c'est toute cette question-là qu'il faut absolument. C'est un ensemble. On a tout marchandisé. Je voulais juste rebondir sur cette anecdote de l'EHPAD, parce que quand la crise du Covid, comme on dit, a survenu, moi je vivais donc au Honduras, en Amérique centrale, qui est une société en grande partie occidentalisée, hein, mais qui quand même, à certains égards, là on se rend compte qu'il y a des différences fondamentales qui restent, qui viennent d'autres cultures qui ont préexisté et qui existent encore, coexistent encore. Et quand au début, il n'y avait pas du tout de cas identifiés en Amérique centrale, et mes voisins sont venus me voir un jour, j'habitais dans un village à 30 km de la capitale. Ils avaient vu à la télé des reportages en Italie, en Espagne, on voyait beaucoup les reportages, et en France, donc les vieux qui mouraient, et donc forcément il y avait des scènes qui se passaient dans des EHPAD où les gens, personne ne pouvait aller les voir, ils étaient enfermés, et ils sont venus me voir avec un air mais vraiment de sidération et très choqués, en me disant mais pourquoi vous enfermez les vieux en France ? Et effectivement, ça n'existe pas, les EHPAD en Amérique centrale. Alors, il y a plein de problèmes de société, mais c'est un concept qui est totalement incongru. Et vraiment, j'ai lu dans leur regard une espèce de sidération, voire... on était les barbares, quoi. Hein, et ça renversait un peu les choses. Et c'était c'est un souvenir qui corrobore un peu ce propos. Il y a encore une question ? On vous entend pas sans micro, et il y a une dame qui a demandé le micro. On va vous le passer après. Merci. Bonjour. Moi, j'aurais une réflexion pour Clara Arnaud. Du coup, votre prochain roman se passe en Ariège, où la cohabitation entre l'ours et les éleveurs pose problème. D'où une question pour rebondir sur le film. À quand une rencontre entre les Maasai et les Ariégeois ? À quand une rencontre entre les Maasai et les Ariégeois ? Alors, je ne sais pas si elle pourrait être provoquée, si c'est souhaitable, mais par contre, ce qui est sûr et ce qui m'a intéressé quand j'ai découvert... ça fait quelques années que j'avais découvert cette partie-là de l'Ariège, qui est la partie la plus montagneuse. Mais je suis revenue en France, en fait, à l'issue des 6 premiers mois de cette fameuse année 2020 Covid, et après 10 années à l'étranger. Et j'ai quand même eu beaucoup de mal à me réajuster. Après avoir vécu en Afrique subsaharienne, en Chine, etc., au Honduras notamment, où j'ai été en partie en contact donc, avec des gens qui vivent de manière assez différente de nos standards de vie, même si moi j'avais quand même des conditions, on va dire, de confort occidental. Hein. Je ne vivais pas au fin fond de la brousse, mais quand même. Et j'ai cherché un lieu où en France, et ça m'intéressait de voir s'il existait en France, et en fait il y en a un peu partout, des petits microcosmes, même des gens qui, à l'échelle de leur jardin, du bois environnant, Alors, je crois qu'il veut participer. J'ai cherché un endroit où... J'ai cherché un endroit où les gens entretiendraient voilà, un autre rapport... Voilà, où les gens entretiendraient un autre rapport à leur environnement, au vivant, et je crois que c'est ce que j'ai trouvé en Ariège. Et le chien voulait répondre. Quito n'est pas d'accord. Il doit y avoir un autre animal, peut-être, non ? Vous vouliez témoigner avant qu'on clôture ce temps d'échange ?
Non, bah, je suis désolé de revenir un peu en arrière. C'était simplement la réflexion par rapport aux EHPAD et aux vieux. Je pense que l'EHPAD n'est pas la meilleure solution et qu'il faudrait sûrement réfléchir à d'autres choses. Mais ça m'agace un peu qu'on culpabilise les gens qui mettent leur famille dans les EHPAD. Les gens n'ont pas toujours le choix. Et qui est-ce qui, au siècle dernier, s'occupait des vieux à la maison? C'était les femmes. Il n'y avait pas de crèche, elles ne bossaient pas, elles s'occupaient des vieux après. Donc je ne voudrais pas qu'on revienne sur cette situation. Moi, je n'ai pas du tout envie. Alors, il y a sûrement autre chose à faire que les EHPAD, je suis d'accord. D'ailleurs, peut-être le maintien à domicile, mais ça, c'est un autre problème. On va prendre la dernière question, madame. Oui, bonjour. C'est pas une question, en fait. C'est que je voulais juste vous remercier, Marie-Monique Robin. Dans votre film, vous faites apparaître des pistes de solutions en montrant la manière dont les Maasai vivent en harmonie avec l'environnement, leur environnement. Vous faites aussi apparaître que quelque chose de cet ordre se dessine aussi en Éthiopie. Et moi, je voulais vous remercier que vous fassiez émerger des pistes de solutions à partir de régions que nous méprisons fortement et que nous avons contribué à détruire. Voilà, merci beaucoup. Oui, donc je suis restée en rapport avec les Maasai et donc j'ai le projet de, comme c'est dit dans le film, qui viennent rencontrer des éleveurs, enfin pas des éleveurs, des citoyens en Suisse notamment, parce que, et l'inverse. Parce que toute cette question des prédateurs est évidemment absolument capitale. Et moi, je déplore qu'on mène actuellement une campagne d'extermination des renards, qui est absolument dingue. Bon, là, récemment, j'étais présidente d'un jury du festival du livre Lumexplore à La Ciotat, où mon film, d'ailleurs, a eu par ailleurs le prix du public. Et l'année dernière, le livre a eu le Grand Prix, c'est pour ça que j'étais présidente du jury, qui a été créé par la Société des explorateurs français, ce festival. Et on a primé un livre qui s'appelle Le Loup. Comment c'est le titre? Le Loup, c'est ce mal-aimé qui nous ressemble. Voilà. C'est un chercheur du CNRS qui a écrit ce livre, très très bien documenté, très bien informé. On a besoin des loups. On a besoin de tout dans la chaîne du vivant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un maillon qui domine. Voyez. Et nous, par notre comportement, on extermine. Hein, c'est très mauvais d'exterminer. Hein. On perturbe les équilibres. Quand il n'y a plus de renards, il y a plus de mulots et de campanols. Et en France, ce sont les porteurs de la bactérie de Lyme. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de maladies de Lyme. Parce qu'il n'y a pas de renards suffisamment pour contrôler et réguler la population des rongeurs, dont on a besoin par ailleurs. Parce que les rongeurs, ils jouent un rôle pour disséminer les graines. Vous voyez. Donc c'est toute une question d'équilibre. Et nous déséquilibrerons en permanence. Et on voit que maintenant, à force de déséquilibrer, ça nous revient encore une fois comme vraiment un effet boomerang. Là, tout nous revient dans la figure. Vous voyez. Donc, moi, j'ai été très impressionnée par ces Maasai qui élèvent leurs bovins au milieu des lions et des hyènes, quoi, vraiment. Hein. Alors, ils vous disent, bon, moi, j'ai pas pu insister là-dessus dans le film parce que mon sujet, c'était quand même comment la biodiversité protège la santé. Donc, ça vaudrait le coup de faire un autre film. Hein, les idées manquent pas, il n'y a pas de problème. Hein. Et ben, ils vous disent, nous, les lions, on en a besoin. Parce que les lions, ils vont contrôler la population, notamment de tous les cervidés, les gazelles et tout. Si elles étaient trop nombreuses, elles mangeraient tous les arbustes de la savane. Et ce déséquilibre ferait qu'on arriverait à un énorme problème d'abord de sécheresse, enfin, vous voyez, de sol. Voilà. Donc, on a besoin des lions, mais il ne faut pas qu'ils dominent. Donc, à un moment, si un lion mange une vache, c'est le jeu. Enfin, c'est les jeux. Voilà. À nous de nous protéger, à nous d'apprendre à cohabiter avec eux, mais on a besoin d'eux. Donc, voilà. Et ça, c'est un regard très intéressant, évidemment, sur les prédateurs, comme c'est dit dans le film, d'ailleurs, très bien. On a besoin des ours, on a besoin des... Alors, les renards, parce que vraiment, c'est terrible ce qu'on fait avec les renards en ce moment. Après, on s'étonne qu'il y a des maladies qui prolifèrent, dont la maladie de Lyme. Moi, j'ai très bien compris tout ce qui se passe là, vous voyez. Donc, et les peuples premiers savent comment maintenir cet équilibre avec certaines espèces qui peuvent être dangereuses, y compris pour les humains, évidemment, hein, pour nous. Mais ils ont appris et continuent de... Ils ne veulent pas les exterminer, vous comprenez? Nous, c'est ça, on ne sait faire que ça, exterminer. C'est impressionnant, quoi. Et on donne des quotas d'abattage des loups. Dans ce livre, j'ai appris, par exemple, sur les loups, là, il y a des quotas d'abattage des loups en France. Hein. Donc, tout ce grand combat avec les éleveurs et tout ça. Et en fait,
les chasseurs, ils ne savent pas. Alors, ils vont tuer le loup alpha et sa femelle qui contrôlent toute la vie sociale de la meute. Et en fait, ça fait des loups errants après, parce qu'il n'y a plus les mâles, le couple structurant de la meute. Je ne savais pas tout ça, moi j'ai appris ça en lisant ce bouquin, tout ça que j'ai dit, il faut le primer, il faut le primer. Et bien voilà, et après on a des loups errants qui ne respectent plus aucun... Mais on fait n'importe quoi. Voilà. Et on accorde, je finirai avec ça, les subventions à la Fédération nationale des chasseurs ont augmenté de 44 800%, sont passées de 28 000 euros à 14 millions en 2 ans. J'ai tout dit avec ça. Oui, je voulais juste compléter en disant que ce qui était intéressant avec cette question des prédateurs, et en particulier de l'ours, qui est un prédateur assez serein par rapport au loup, parce que ce sont des omnivores, mais c'est que, en fait, moi je me suis rendu compte, là, les 6 derniers mois, j'ai mené ce travail. Ce qu'il nous invite à repenser, c'est en effet, c'est toute la relation au vivant au sens large. Et je conclurai en citant un berger, Francis, qui est un berger très connu dans le Couserans, dans la Haute-Ariège, qui est quelqu'un qui dit que cohabiter avec l'ours, c'est aussi accepter qu'il y a la part de l'ours. Ça ne veut pas dire se laisser bouffer toutes ses brebis, ça veut dire se donner tous les moyens de cohabiter, donc les chiens de protection, etc., plein d'autres moyens, mais c'est aussi accepter la part de l'ours. Et il se trouve que Francis, c'est quelqu'un qui a une vision du pâturage, où il dit qu'un berger, c'est quelqu'un qui prend soin de sa montagne, il a fait attention pendant 40 ans à ce que les brebis respectent les territoires des isards, pour maintenir la présence des isards. Il ne va pas pâturer à certains endroits près des falaises où il y a les ticodromes et échelettes, qui sont des oiseaux très jolis, qui ressemblent à des petits papillons, qui font leur nid pour ne pas les déranger. À une époque où c'était interdit, maintenant c'est légal, mais il laissait des carcasses aux vautours pour favoriser leur retour. Et donc en fait, on se rend compte quand même, et je ne dis pas que ça ne pose pas de défis et de difficultés, parce que j'en fréquente beaucoup en ce moment, des éleveurs et des bergers, mais ceux qui arrivent à faire avec, c'est aussi ceux qui ont une vision un peu plus globale, où la montagne n'est pas juste une réserve d'herbe, c'est un écosystème dont les brebis et les humains participent, mais où chacun a sa part, et où même quand il y a donc des moments de friction, de tension, tout d'un coup ils vont perdre plus de bêtes, ils vont l'accepter parce que aussi ils ont développé un autre rapport au monde qui peut-être n'est pas celui des Maasai ou des Lenca que j'ai côtoyés ou de ces populations, mais qui d'une certaine manière à cet endroit-là s'en rapproche. Et moi ça m'a beaucoup intéressé ces derniers mois de découvrir, parce que je redécouvrais mon pays, que c'est aussi possible et que ça existe en France. Et voilà, et ce que ces prédateurs font, c'est de nous poser de manière très évidente ce défi, mais il se pose avec toutes les espèces, évidemment. Merci à toutes les deux d'avoir participé à cet échange. Je vous rappelle que leurs livres sont vendus dans le chapiteau, enfin dans l'espace librairie. Voilà. Et alors les dédicaces, je pense que tu vas aller déjeuner, mais ce sera après, non? À partir de... Non, il n'y a pas d'horaire en fait. Il y a une table avec quelques livres à vendre et à dédicacer si vous avez envie. Voilà, merci beaucoup, bon appétit et bonne journée.